Mon quad neuf aujourd'hui contient certains des meilleurs jeux de 2024 que j'ai pu jouer, ainsi que du plus grand jeu de cartes de tous les temps. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le quad neuf du mois d'octobre. Alors oui, le segment quad neuf qui est un segment dans lequel je repasse en revue les différents jeux que j'ai joués et les différentes expériences ludiques également que j'ai pu faire pendant le mois. Alors, fidèle à mon habitude, je commence toujours avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois d'octobre, j'ai joué 39 parties de 22 jeux différents et là-dedans, il y en a 12 que c'était la première fois que j'y jouais. Mais avant de me lancer dans ces expériences ludiques-là, je tiens à souligner que j'ai participé à un événement ludique, et oui, un événement ludique de plus pendant l'année, qui s'appelle Trois-Rijoux. Alors, Trois-Rijoux, on était à sa première édition, mais déjà très impressionnant de voir la quantité de travail qui a été fait en un très court laps de temps. En très peu de temps, ils ont organisé l'événement, ils ont travaillé, ont réussi à avoir les grands distributeurs qui étaient là pour faire de l'animation, des prix qui ont été remis. Ça a été vraiment un succès incroyable. Et pour une première édition, j'ai été très impressionné. J'ai fait beaucoup de belles découvertes ludiques là-bas. J'ai surtout eu énormément de plaisir à pouvoir voir un peu tout le monde, de pouvoir discuter avec certains d'entre vous même. Je trouve toujours ça génial dans ces événements-là, quand j'ai l'occasion de pouvoir partager une partie, partager une discussion avec vous. C'est toujours vraiment super. Alors, félicitations encore à toute l'équipe d'organisation de Trois-Rijoux. Ça a été vraiment génial. Mais là, côté expérience ludique, je commence avec quelques petits jeux que j'ai eu l'occasion d'essayer. Le premier s'appelle Fairy Ring. Fairy Ring est un jeu avec un thème de fées et de champignons dans lequel on va devoir faire grandir différents champignons. Il va y avoir des fées qui vont se promener de champignon en champignon. Bon, ça aurait probablement pu être une abeille qui butine ou quoi que ce soit, mais là, bon, c'est un petit thème un peu fantastique. Et selon l'endroit où la fée va s'arrêter, ça va générer différents effets. J'ai trouvé que le jeu était bien. C'est pas un jeu que j'ai trouvé mauvais, c'est pas un jeu que j'ai trouvé exceptionnel non plus. C'est pas un jeu qui se démarque tant que ça. C'était le fun parce qu'on fait des combinaisons, parce que certains types de champignons vont pouvoir marquer des points et là, plus on grandit un type, ça va donner du mana qu'on va pouvoir se servir. Donc, j'ai trouvé ça bien, mais au final, si j'y rejoue pas, je serai pas bien plus triste. Je continue avec un jeu qui s'appelle Tree Society. Alors, Tree Society, lui, j'avais très hâte de l'essayer parce que c'est un jeu dans lequel on va devoir construire bon, des cabanes dans les arbres et le tout est fait avec un système économique parce qu'il va y avoir des cartes avec différentes ressources, différentes commodités des fruits qui vont être là. Et lorsqu'on va se servir de ces fruits-là, la valeur du fruit va être égale au nombre que de disponible partout sur la table. Donc, chaque joueur a son petit display. Il y a également un display central. On va être amené à manipuler ça. Donc, c'est drôle parce qu'habituellement, quand il y a quelque chose qui est très peu présent, ça crée de la rareté. Là, c'est plus il est présent sur le plateau et plus ça vaut cher. Donc, on va essayer de devoir faire de l'argent, là, si on veut, avec ça, pour essayer de pouvoir compléter différentes zones. Et là, chacune des cabanes dans les arbres qu'on va construire va nous créer un petit moteur. Donc, on a un petit aspect d'engine building que j'apprécie beaucoup et on va devoir monter de niveau en niveau pour pouvoir unlocker différents pouvoirs. C'est un jeu que j'ai trouvé bien. Encore là, c'est pas un jeu qui va devenir dans mes favoris de l'année, mais j'ai beaucoup aimé le thème et surtout l'aspect de construction d'engins dans lequel on va devoir tenter d'optimiser la situation pour pouvoir le faire le mieux possible. On peut pas conserver l'argent de ronde en ronde, mis à part certaines façons qu'on va pouvoir avoir de pouvoir les placer dans notre coffre. Donc, ça amène un autre petit layer, une autre petite couche d'intérêt à ce jeu-là. Je continue avec un jeu qui, lui, par contre, va être dans mes favoris, que lui, par contre, m'a vraiment impressionné. C'est la réédition de Seven Wonders Duel, mais cette fois-ci avec Lord of the Ring Duel of Middle-earth. Alors, premièrement, je tiens à dire que contrairement à beaucoup de monde, j'étais pas tant friand que ça de Seven Wonders Duel. Bon, j'avais pas détesté, mais bon, j'avais vite pensé à autre chose. Probablement parce que Seven Wonders, je pense que j'ai fait le tour. J'ai joué énormément à Seven Wonders et malgré le fait que ce soit un jeu fort pour beaucoup de monde, j'en ai joué à m'en écœurer quand même pas mal. Donc, oui, on jouait solidement, souvent, et ça fait en sorte que, bon, Seven Wonders Duel, je me suis dit, bon, OK, j'avais passé le tour. Mais lorsque la version de Seigneur des Anneaux est arrivée, je me suis dit, wow, là, ça m'intéresse parce que le Seigneur des Anneaux est une propriété intellectuelle que j'apprécie beaucoup. J'ai lu les livres, j'ai écouté les films, bien entendu, mais c'est un monde qui résonne quand même bien avec moi. Et lorsque j'ai vu la version de Seven Wonders Duel, j'étais vraiment curieux de voir où est-ce que ça en allait aller. Parce que non, ce n'est pas un rethème exact. Bon, il y a beaucoup de similitudes. Le jeu doit partager probablement 90% de son ADN, mais
Ils ont fait quelques petits changements, quelques petits ajustements thématiques. Le fait que si on contrôle, bon, si on a tous les peuples, on va pouvoir gagner, qui est une victoire scientifique. Le fait que la victoire militaire, cette fois-ci, va être faite avec un plateau de jeu sur lequel on va placer des unités. On va devoir tenter de les déplacer comme ça, qui est la victoire militaire. Fait que je trouve que thématiquement, ça marchait vraiment bien. Et on a l'espèce de course qu'on a. Alors, du côté de Frodon et sa gang, ça va être de réussir à se rendre à Mount Doom, au Mordor, tandis que Sauron va devoir tenter d'attraper les Hobbits. J'ai trouvé que le jeu marchait tellement bien et oui, ça reprend l'essence même de Seven Wonders Duel et je pense que c'est vraiment, moi, ça a été un gros succès. Maintenant, si vous possédez Seven Wonders Duel, est-ce que Lord of the Rings est vraiment un must? Je pense que ça va être à vous de vous faire votre propre idée. Moi, pour ma part, je n'avais pas la première édition. Je ne l'avais plus, pardon. Donc, celle-là, c'est certain qu'elle va rester dans ma collection. Gros coup de cœur pour moi. Je continue avec un autre jeu qui, celui-là, commence à dater pas mal. Le jeu date des années 80. Il y a eu plusieurs noms. Il s'est appelé Survive, Escape from Atlantis. Il s'est appelé The Island. Il s'est appelé plein de choses. Et bien là, on a droit à cette nouvelle version qui s'appelle Survive The Island. Hein? On va faire ça simple, on met les deux noms ensemble et c'est réglé. Alors, Survive est un jeu justement qui existe depuis très longtemps. Et là, cette nouvelle mouture-là change un petit peu les choses. C'est pas une réédition exacte. D'ailleurs, j'adore le design visuel, a été fait par Mr. Cullington. Le artwork est vraiment magnifique. Pour ceux qui connaissent pas Mr. Cullington, ils font partie de mes artistes favoris. Mais en arrière de ce nom d'artiste-là se cachent Lina et David, deux êtres humains vraiment géniaux. Donc, ils sont vraiment super. Un couple qui habite au Québec et qui sont surtout très sympathiques et qui produisent vraiment des belles pièces. Alors, bon, Survive reste la même chose. Donc, c'est un jeu dans lequel on doit survivre et on doit avoir nos naufragés qui vont devoir aller se sauver sur les différentes îles. Et là, il va y avoir des petits bateaux, il va y avoir des monstres des mers, il va y avoir des requins. Donc, la twist générale reste la même. Ils ont changé quelques petites affaires, ils ont modifié, ils ont ajusté quelques petits éléments. Et un de ces éléments-là que j'ai trouvé le fun, c'est qu'ils vont rajouter des kaiju. Et non, ce n'est pas Godzilla, c'est un kaiju. Et le kaiju est un nouveau type de monstre qui va pouvoir aller sur la Terre, mais contrairement avec les autres où ils vont détruire les bateaux, manger les nageurs, des choses comme ça, le kaiju va pousser les autres personnages. Et par hasard, ça se pourrait qu'il pousse dans l'eau, vers un requin. Donc ça rajoute un autre petit élément intéressant. J'ai trouvé que Survive est un jeu qui marche très très bien. Donc c'est certain que c'est chaotique. Il ne faut pas se faire des amis avec ce jeu-là. Le but c'est de manger, de détruire tout le monde pour essayer d'être le survivant. Mais je trouve que le jeu a un petit côté accessible et j'ai eu l'occasion de jouer avec mes enfants qui ont adoré leur partie. Au début, ils n'étaient pas trop sûrs, mais le visuel coloré, je pense que c'est vraiment un jeu très familial. Ce ne sera pas le plat principal d'une soirée de gamer, c'est certain, mais j'ai beaucoup de plaisir et de l'avoir joué avec mes enfants, j'ai vu ce petit côté-là, le petit côté thrill, le petit côté le fun d'attaquer constamment le bateau à papa et de pouvoir manger ces petits nageurs. Que voulez-vous? C'est savoir les enfants, il faut être la cible de temps à autre. Je continue avec un petit jeu à 2 joueurs qui est une exclusivité que je possède et que je devrais vous présenter sur la chaîne qui s'appelle Naishi. Alors Naishi est un jeu qui a été, dont le co-auteur est Mathieu Bierry de la chaîne On Joue Dessus. Alors Mathieu est une personne vraiment super et vraiment sympathique. C'est drôle parce que bon, moi et Mathieu, on a eu beaucoup d'interactions à travers le temps, mais on n'a jamais passé de temps ensemble. Donc c'est vraiment drôle parce que bon, lui étant de l'autre côté de l'océan, mais lorsqu'il a sorti son jeu, j'étais très curieux de l'essayer. Ça a pris un petit bout de temps, mais j'ai finalement pu le mettre sur la table et j'ai vraiment adoré. C'est une version un peu plus intéressante, je trouve, du jeu Fantasy Realm. Alors Fantasy Realm qui est un concept de jeu qui a été repris quelques fois dans lequel on va devoir se magasiner une main de fin de partie. Et là, dans le cas de Naishi, c'est qu'on va devoir on va avoir un tableau de 5 cartes en avant et il va y avoir 5 cartes qui vont être dans nos mains qui vont représenter les 2 différentes rangées et on va devoir travailler les cartes, de faire de la gestion de main pour pouvoir réussir à se construire un tableau final dans lequel on va marquer le plus de points. Et là, bon, le positionnement des cartes a beaucoup d'importance. Certaines cartes vont marquer plus de points si sont adjacentes à une autre. D'autres vont pouvoir avoir. Il y a des petits twists comme ça à gauche et à droite, mais ça fait en sorte que le jeu fonctionne très très bien. C'est un jeu qui est très rapide. Je sais qu'il y a des amis à moi qui ont joué sur BGA et qui ont adoré le jeu. J'aime vraiment ce petit jeu-là parce que ça marche bien. Le design visuel est très bien réussi et c'est pas trop compliqué. On fait une partie, après ça, on a juste le goût d'en faire une autre après ça. J'ai vraiment trouvé ça très agréable et je crois que je vais vous le présenter sur la chaîne.
Là, je tombais à un jeu à 2 joueurs et là, je vais baisser encore le player count. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu qui se joue uniquement en solitaire. Alors, c'est un jeu de la très célèbre compagnie Chip Theory Games et j'ai nommé le jeu 20 Strong. 20 Strong, c'est drôle parce qu'on dit Chip Theory Games, qui ont toujours des petits jetons de poker. Dans le cas-là, ici, il y a une chip. Et oui, alors c'est un jeu de cartes avec des dés dans lequel on va devoir affronter. Et là, ce qui est intéressant, on va devoir affronter des monstres en tant que tels, sauf que la twist intéressante, c'est que le jeu est une espèce de console dans lequel on va pouvoir plugger un jeu. Donc là, il y a Solar Sentinel qui vient avec le jeu, mais il y a également une version de Hoplomachus et une version de Too Many Bones. Il y a une version Tanglewood qui va arriver également. Donc c'est comme une espèce de concept qu'on a la base du jeu et chacun des modules vont venir changer les parties. Donc à la base, c'est bien entendu un jeu dans lequel on va avoir des dés, on va devoir tenter d'affronter. Bon, dans le cas de Solar Sentinel, on doit réussir à affronter des vagues de monstres pour se rendre au boss avec un système de gestion de dés qu'on va devoir faire. J'ai trouvé que ma première partie au début, j'étais pas trop sûr. Puis là, je l'avais remis de côté. Puis là, je l'ai ressorti récemment et j'ai même pas encore essayé Hoplomachus et Too Many Bones que je possède aussi. Mais juste Solar Sentinel, j'ai trouvé ça le fun. Ça reste un petit jeu de dés, donc ça se pourrait que ça aille pas pour vous autres pantoute. Mais c'est le thrill, on a une espèce de côté de gestion de dés qu'on va avoir une pool de dés et on va devoir choisir combien de dés on va amener pour les brasser. Et là, ça amène une espèce de petit concept intéressant. J'ai pas encore exploré énormément le jeu, mais j'aime quand même ça et ça fait un petit jeu en solo qui est pas trop compliqué à sortir. Je continue avec un autre jeu. Bon, à l'origine, c'est un jeu à 2 joueurs, mais ils ont créé une version qui va jusqu'à 4 joueurs. C'est le jeu Corridor, mais en version Pac-Man. Alors, le très célèbre Pac-Man fait son apparition en jeu de société avec une version spéciale de Corridor. J'ai eu l'occasion d'y jouer lorsque je suis allé au Comic-Con de Québec. Lorsque je suis allé au Comic-Con, il y avait nos amis d'Infini Jeux qui étaient là pour faire de l'animation. Et dans les jeux qui étaient animés, il y avait le tout nouveau Corridor qui vient de sortir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Corridor est un jeu dans lequel les joueurs vont devoir se déplacer et le but c'est de se rendre de l'autre côté avec notre pion. Ça semble assez facile. Mais pendant la partie, on va placer des petits murs et là, il y a des murs qu'on va placer et le but c'est de réussir à mettre des bâtons dans les roues. Alors on ne peut jamais bloquer complètement un joueur, donc on ne peut pas l'encadrer, mais on va devoir choisir est-ce qu'on place un mur ou est-ce qu'on se déplace. Et là, ça va amener un petit concept intéressant de tenter d'essayer de réussir à passer à travers les barrières de l'autre joueur, essayer de gérer aussi les murs qui vont y rester pour pouvoir se rendre de l'autre côté. Faire attention parce que si on a juste un chemin, ça se pourrait que l'autre vienne nous mettre un bâton dans les roues et qu'on doit retourner et de faire le tour. Donc, c'est un jeu que j'aimais beaucoup déjà à la base. J'aime beaucoup ce genre de jeu-là. Et là, ce qu'ils ont fait avec la version Pac-Man, de 1, c'est vraiment beau, c'est vraiment mignon. On a un petit Pac-Man, on a des petits fantômes. Ils ont décidé qu'en plus de la version standard qu'on avait, là, on peut jouer à Corridor, qu'il y a une petite version Pac-Man où il y a des joueurs qui vont jouer les fantômes, un joueur va jouer Pac-Man, le but c'est d'aller chercher les petites pastilles, bon, fidèle à Pac-Man. Très, très, très basic comme jeu, je tiens à le dire. Oui, c'est un mode supplémentaire, mais je pense pas que là-dedans va résider des heures et des heures de jeu. Ça reste familial, je vais sortir avec mes enfants probablement, mais j'ai joué une partie, j'ai trouvé ça correct, mais vraiment, c'est l'essence même de Corridor qui est bonne dans le jeu. Puis ça, c'est dit, je trouve ça intéressant quand même qu'il ait choisi de prendre le temps de faire une petite variante spéciale pour pas juste que ce soit une version Pac-Man, mais qui rajoute un petit peu de cachet et un beau petit look parce que, soyons francs, je la trouve vraiment jolie. Je continue là. Habituellement, c'est le moment où j'arriverai proche de mon top 3. Alors, mes 3 expériences favorites du mois. Et ce mois-ci, j'ai tellement de jeux qui auraient mérité de se retrouver sur ce podium-là. Alors, je commence avec un de ces jeux-là qui ne s'est même pas retrouvé. Écoute, dans n'importe quel mois, ça aurait probablement été dans mon top 3, assurément, mais là, il fait même pas le top. J'ai eu l'occasion de jouer à Pirates de Maracaibo. Alors, premièrement, j'avais déjà joué à Maracaibo. J'avais trouvé ça bien, mais c'est un jeu que je m'étais départi parce que j'aurais pas eu l'occasion d'y jouer souvent. C'est un bon jeu, oui. Alexander Pfister a tendance à faire des excellents designs, mais c'est un jeu que je trouvais un peu long et de se remettre dans le bain, c'était un peu quelque chose. Donc, si jamais j'aurais joué je pense que j'avais joué 2 parties en un court laps de temps, c'est bien. Mais après ça, si je le mettais de côté, ça faisait assez rough à se remettre dedans. Alors, Pirates de Maracaibo reprend un petit côté visuel, mais mécaniquement, c'est quand même assez différent. Alors là, on va avoir droit à des bateaux pirates qui vont se déplacer dans les Caraïbes et le tout va être fait avec une série de cartes qu'il va y avoir au milieu. Les bateaux vont se déplacer, arrêter sur une carte et là, on va choisir si on achète la carte pour l'amener à notre tableau et on va avoir un petit aspect de construction de moteur avec notre bateau. Donc, on va prendre des petits cubes qu'on va placer, recevoir des bonus et lorsqu'on se rend à Maracaibo,
Maracaibo. À ce moment-là, on revient, on va faire trois allées là-bas. En plus de ça, il y a une petite piste d'exploration, il y a vraiment plein de choses. Et le jeu se joue dans une durée très raisonnable. Mes parties à 3 joueurs durent environ 45 à 60 minutes et j'éprouve une satisfaction incroyable à jouer à ce jeu-là. Alors, des mécanismes qui vont très bien, qui s'apprennent bien et surtout, ça se joue bien, c'est rapide, c'est punché. J'aime vraiment le jeu qui nous offre énormément de possibilités différentes de pouvoir, une partie, on va peut-être aller vers l'exploration, des parties que, il va y avoir des objectifs. OK, parfait, je vais essayer de me baser sur des objectifs. Ah, tiens, il faut que j'aille de l'or, celle-là. OK, parfait. Donc, on change nos stratégies comme ça en fonction des objectifs. J'ai trouvé que le jeu marchait incroyablement bien. C'est un jeu qui est sorti en 2023. On l'a reçu un peu sur le tard. Donc, selon BGG, c'est nommé 2023. C'est un jeu qui va forcément se retrouver dans mon top des meilleurs jeux de 2023 parce que, non, je ne l'ai pas fini encore. Ça s'en vient d'ailleurs. Soyez à l'écoute sur la chaîne. Mais Pirates de Maracaibo a été une belle découverte pour moi. Un jeu qui va rester dans ma collection. J'ai même fait l'acquisition du Playmat, le petit tapis de jeu. Je le trouve vraiment super et vraiment une très très belle expérience pour moi. Je continue avec un jeu et là c'est drôle parce que des fois on joue à un jeu et plusieurs années plus tard on le revisite. Alors je parle du jeu Batman Gotham City Chronicles. Alors il y a je crois 5-6 ans peut-être. Ça fait déjà un bon bout de temps. J'avais joué au jeu Batman. Et là, j'avais fait un scénario avec des amis. Ça en était resté là. J'avais trouvé ça correct. Je trouvais que l'idée des plateaux de joueurs était bien, mais c'était correct. Je n'étais pas du genre à aller participer à la campagne de socio-financement, de payer 200-300$ pour avoir la boîte de jeu et de pouvoir l'explorer à sa juste valeur. Mais là, il m'a pogné un petit trip et je me suis trouvé une copie de Batman Gotham City Chronicles avec quelques petits extras. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une refonte du système qui avait été utilisé dans le jeu Conan, donc par Monolith Games. Donc là, ils ont décidé de le refaire et c'est un jeu à scénario où un joueur va contrôler les vilains et les autres joueurs vont contrôler les héros. Donc on peut facilement jouer à 2 joueurs ou même à 3 ou 4, mais je pense que ce jeu-là va gagner toute sa saveur avec 2 joueurs parce que lorsqu'on joue, par exemple, à plusieurs joueurs, admettons qu'il y a une mission dans laquelle il va y avoir 3 super-héros et un méchant, les joueurs vont devoir se diviser. Donc, si on joue à 2 joueurs à 3 joueurs, donc il y a 2 joueurs qui jouent les gentils, un joueur qui joue les méchants, il va falloir qu'ils se retrouvent à gérer les 3 à 2. Donc, c'est pas nécessairement un héros, un joueur, comment ça fonctionne, c'est des scénarios et c'est pour une question de balancement, je le comprends. Alors ici, on a droit à un jeu dans lequel les scénarios vont être très différents. Alors, j'ai commencé avec le premier scénario, bien entendu, Bane qui veut placer des explosifs et c'est un jeu, oui, de brassage de dés, mais l'intérêt du jeu vient avec le système de dashboard, le système de plateau de joueurs dans lequel il va y avoir différents cubes et ces cubes-là vont servir comme action qu'on va placer. Si on reçoit des dégâts, on perd de ces cubes-là. Donc, une espèce de gestion de cubes qui va tellement bien se faire. Et une chose que j'ai vraiment adoré, c'est que lors du tour des héros, il n'y a pas de c'est au tour de Batman, c'est au tour de Catwoman. Non, les héros jouent, OK, Batman va se déplacer de 2, va faire une attaque, Catwoman va arriver là, va essayer de pirater l'ordinateur, va essayer de faire ça. Donc, c'est très dynamique comme jeu et ça amène vraiment une belle narration visuelle sur ce qui va se passer. Donc oui, il y a plusieurs missions différentes. Il y a également une tonne d'extensions. J'ai juste joué vraiment avec le jeu de base. Je sais qu'ils ont fait 3 saisons, je pense. Mais en me replanchant là-dedans, puis on se le cachera pas, je suis grand fan de bande dessinée. Bon, principalement, habituellement Marvel. Là, je tombe avec un registre de DC, mais je dois avouer que j'ai bien apprécié l'aspect de mission, l'aspect qu'on vit quelque chose. Catwoman qui est allée essayer de désamorcer une bombe, mais ça a vraiment pas été pour elle. Après ça, il y a eu Batman qui s'est pointé quelque part, puis là, il a mangé, il y a plein de vilains qui sont arrivés dessus, puis là, finalement, Nightwing est arrivé pour le sauver, et là, finalement, Batman a pu réussir à se libérer pour aller désamorcer une bombe, et il y a vraiment une belle histoire qui se fait autour de tout ça, et j'ai très hâte d'explorer les autres niveaux, les autres choses. Je pense que c'est un jeu il faut aimer le matériel. C'est certain que si le thème des super-héros ne résonne vraiment pas en vous ou de DC, quoi que ce soit, c'est certain que ce ne sera probablement pas votre tasse de thé. Oui, c'est un jeu à grand déploiement, un jeu avec beaucoup de figurines, mais étonnamment, c'est un jeu qui, malgré le fait qu'il y a beaucoup de règles, un coup qu'on est dedans, c'est le plaisir de jouer qui prend le dessus et peu importe la durée des parties, j'ai énormément de plaisir avec ça. J'ai vraiment aimé et je suis vraiment dû pour y rejouer et un peu plus souvent à part de tout ça. Ceci dit, il aurait probablement été encore dans mon top si ça avait été un autre mois, mais là, le mois d'octobre a été vraiment incroyablement ludique et fantastique. Donc, malheureusement, il ne se retrouve même pas là. D'ailleurs, c'est la même chose pour le prochain jeu que je vais vous parler. C'est le jeu Slay the Spire. Alors, Slay the Spire, the board game, est une adaptation d'un jeu vidéo qui, lui, se prenait pour un deck builder. Bon,
C'est le cercle de la vie, la boucle qui se boucle. Alors, si vous ne connaissez pas Slay the Spire, c'est un roguelite deck builder qui est disponible sur la plupart des consoles et même d'appareils mobiles. C'est un jeu qui est un deck builder, mais juste digital, dans lequel on devait construire un deck en faisant une run. Donc, on avait des monstres à affronter et on avançait comme ça. Et on devait retourner, et après ça, bon, on débarrait des différentes choses, et c'était le plaisir de recommencer over and over again pour essayer de réussir à débarrer différentes choses et de se rendre jusqu'au bout. Alors, ce qui est drôle, c'est que oui, c'était tellement un board game, mais fait de manière digitale, et c'est vraiment addictif. Donc, c'est vraiment, on commence à jouer à ça, on a juste le goût de continuer. Donc, le fait que quand ils ont sorti le jeu, ils se sont dit, tiens, on va faire une version de plateau, la première chose que je me suis dit, c'est, est-ce que ce jeu-là avait vraiment besoin d'une version de plateau? Parce que je peux facilement ouvrir ma Switch, de sortir le jeu, de commencer à jouer, de le mettre sur pause, ça va tout faire la manipulation pour moi. Et malgré le fait que j'adore les jeux de société, j'adore manipuler les différentes pièces, des affaires comme ça, là j'ai l'occasion de le faire en mode digital et le jeu est d'origine digitale. C'est pas comme si j'avais pris Wingspan et je me mettais à jouer sur mon ordinateur. Non, le jeu c'est un jeu digital. Donc lorsqu'ils sont arrivés avec justement ce mode-là, oui, l'aspect intéressant, c'est que là, on peut jouer en coop, on peut jouer avec plusieurs autres joueurs, on peut faire une run. Et le concept de monstres qui vont arriver, on va affronter les différents monstres, j'ai trouvé que c'est bien pensé, c'est bien apporté. Et malgré le fait que le jeu se ressemble énormément, et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout le jeu de société, mais vous avez joué aux jeux vidéo, c'est certain que vous allez avoir un petit goût de revenez-y. Les mêmes personnages, les mêmes concepts, ils ont adapté un peu les valeurs de manière à ce que ce soit plus facile à mettre à l'échelle, mais ça fonctionne tellement bien et c'est le fun de se lancer dans une run. J'ai tendance à perdre assez rapidement. Il y a 3 actes et disons que se rendre au début de l'acte 2, c'est quelque chose. Il faut bien penser aux choses, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui gagne à être rejoué. Il y a énormément de matériel que je n'ai même pas débloqué. C'est oh, n'ouvrez ceci que seulement que lorsque vous allez arriver là. Donc, c'est pas un legacy, mais c'est un jeu dans lequel on va débarrer différentes composantes qui vont venir bonifier le jeu plus on va jouer. Un peu comme le jeu vidéo qui nous demande de recommencer encore et encore. Et là, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à Slay the Spire, un de mes jeux favoris de l'année, et il s'est même pas rendu au top 3. Là, je parle du top 3, c'est le temps de vous en parler. Au début de la vidéo, je vous ai donné le tease que j'ai joué au meilleur jeu de cartes de tous les temps. Est-ce que c'est vrai? Je pourrais pas nécessairement vous le dire, mais par contre, c'est écrit sur la boîte ici, The Greatest Card Game of All Time. En numéro 3, le jeu Flip 7. Alors, Flip 7 est un jeu très, très brillant, hein, effectivement. Donc, c'est un jeu de cartes qui a la prétention d'être le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Alors, premièrement, je tiens à dire que lorsque je connaissais du zéro pinball ce jeu-là, et j'écoutais un podcast qui s'appelle The Secret Cabal Gaming Podcast, que j'apprécie beaucoup. Et lorsque Jamie, un des animateurs, a mentionné, il dit « Hey, j'ai trouvé un jeu, ça me fait penser un peu à Dead Man Draw. » Et là, oh, mes oreilles sont tout de suite... Je te l'écoute parce que Dead Man Draw est un petit jeu de pouce ta chance que j'adore. J'ai joué une centaine de parties, ce n'est pas une blague. C'est un jeu que j'aime beaucoup, un de mes premiers projets socio-financés. Et c'est un petit jeu de pouce ta chance très très simple, mais que j'ai tellement de plaisir. Et là, lorsqu'il a lancé le pitch de vente, il a dit « C'est comme Dead Man Draw, mais en plus simple et plus le fun. » Ça a pris ni une ni moins, ni une ni deux. Je me suis dit, tiens, il faut que je réussisse à trouver le jeu. Et au début, j'avais beaucoup de misère à le trouver. J'ai réussi à le trouver dans un site ontarien vraiment pas connu, que j'avais jamais commandé là. Mais je me suis dépêché de m'empresser de me le procurer. Ceci dit, maintenant, vous allez avoir la chance de pouvoir l'avoir un peu n'importe où. J'ai même des gens qui m'ont dit qu'ils l'ont vu chez Toys R Us. Et je sais qu'une version francophone devrait arriver. Mais là, c'est bien beau de vous parler de comment j'ai découvert ce jeu-là. Mais qu'est-ce que c'est Flip 7? Flip 7, c'est un jeu de pousse ta chance, donc de push your luck, tellement, mais tellement simple que c'en est brillant. C'est un jeu dans lequel on va devoir retourner des cartes. Et là, les cartes sont numérotées de 1 à 12 et chacune des cartes est présente un nombre de fois de la carte. Donc, il y a 1, 1, 2, 2 jusqu'à 12, 12. Donc, lorsque c'est notre tour, il va y avoir un dealer, donc une personne qui va passer les cartes. On passe une carte à tous les joueurs et voilà, c'est commencé. Ensuite de ça, on recommence. Oh, le joueur, est-ce que tu continues ou tu arrêtes? Si tu t'arrêtes, tu récupères les cartes que tu as devant toi, tu fais des points de victoire, certaines petites cartes vont rajouter des petits bonus, des choses de même. Mais si tu continues, la personne te retourne une autre carte. Et là, si la valeur est égale à un autre de ces chiffres-là que tu as déjà, tu bosses, tu as perdu, tu es éliminé pour le round. Mais tu vas vouloir pousser ta chance. C'est tellement simple. Oui, ça ressemble à un jeu comme Hit, même, qui a fait la même chose. Mais ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est le tempo. Et le jeu se joue de 3 à infini de joueurs. Bon, il suggère qu'après 18,
on ajoute une copie du jeu. Mais ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est l'espèce d'effet casino. Donc, joueur et moins joueur, c'est vraiment un petit thrill. Et le fait que lorsque l'attention est sur un joueur, donc on regarde, carte ou reste. Tu veux une carte ou t'arrêtes? Oh, ouais, let's go. Là, les autres joueurs amènent, là, oh, on vire une carte. Là. Il y a beaucoup d'émotions autour de la table et c'est tellement le fun. J'ai joué à 12 joueurs, j'ai joué à 6 joueurs, j'ai joué à 3. C'est un petit peu moins excitant à 3, mais on peut faire ça et je pense que c'est le genre de jeu qui peut se sortir facilement dans le temps des fêtes. Le jeu est pas intimidant. Il y a 3 petites cartes spéciales. Bon, une carte qui permet d'avoir une deuxième vie, une carte qui va obliger les joueurs à flipper 3 cartes et un freeze qui va retirer un joueur de la partie. Mais ultimement, c'est pas intimidant comme jeu parce que c'est des cartes avec des chiffres et habituellement, lorsque je monte le jeu, j'explique même pas le jeu. Je fais juste passer une carte à tout le monde et après ça, j'explique au fur et à mesure de la partie. Ça reste que je sais pas si c'est le greatest card game of all time, mais moi, ça a été un gros coup de cœur et tous les gens avec qui j'ai joué ont adoré ce jeu-là. Un petit jeu sans prétention, facile à sortir. Je pense que c'est un jeu qui va être un incontournable du temps des fêtes. C'est certain que moi, je risque de le sortir assez souvent. Je continue maintenant en numéro 2 avec un jeu qui est une suite, une version 1.5, une version améliorée peut-être. C'est le jeu Endeavor Deep Sea. Alors, Endeavor est un jeu qui est sorti déjà il y a plusieurs années. Il y a également eu une refonte, une version un peu pimpée sur Kickstarter. Et c'est drôle parce que c'est un jeu que j'avais comme mis de côté. J'étais comme, ah, c'est vrai, c'est compliqué Endeavor. Et lorsque j'avais rejoué l'année passée, je oui, non, c'est pas compliqué pantoute. C'est super facile, ça marche bien, c'est élégant, c'est clean comme design, du beau matériel, c'est le fun à jouer et c'est vraiment facile à expliquer. Donc, lorsque la version Deep Sea est arrivée en socio-financement, je me suis dit, tiens, c'est vraiment, je veux vraiment l'essayer parce que j'ai adoré Endeavor et à chaque fois que je le ressors, je me dis, pourquoi je le sors pas plus souvent? Alors ici, on a droit, comme je disais, à une version peut-être revampée un peu et ça reprend la base même du jeu. Donc, on a le même concept des différentes actions, des pastilles qu'on va placer pour générer différentes actions, mais là, au lieu d'avoir une espèce de carte fixe de découverte navale dans laquelle on va placer nos pastilles, là, on fait des recherches sous-marines. Et là, on va avec nos sous-marins et on va dévoiler des nouvelles cartes. Et là, on va devoir avoir différentes actions et on va pouvoir explorer, on va pouvoir faire des recherches, faire des pistes de conservation. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir faire. Mais ce qui me fascine avec ce jeu-là, c'est que le concept du jeu est tellement facile à amener. C'est un jeu qui se bonifie de partie en partie parce que les règles ne sont pas complexes. C'est les décisions qu'on doit faire pendant la partie et c'est étonnamment intéressant et satisfaisant d'y jouer. Et le jeu vient avec une tonne de missions et non, ce n'est pas un jeu à campagne, c'est vraiment un jeu dans lequel, OK, aujourd'hui on fait la mission 1, parfait. La mission donne des objectifs de fin de partie, certaines conditions aussi de victoire, donne des façons de faire des points différentes, rajoute une espèce d'asymétrie sur la création du plateau et là on va devoir explorer comme ça toujours un peu plus profond. Et je trouve que le jeu est vraiment superbe. Le jeu nous offre également un mode solo, ce qu'il n'y avait pas dans l'original et également ils ont décidé tant qu'à faire un solo, on va faire un mode coopératif. Donc si vous voulez un peu plus zen, c'est un mode coop dans lequel on a des nouveaux objectifs et des nouvelles cartes qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Endeavor Deep Sea, un de mes jeux favoris de l'année. Vraiment, vraiment une belle expérience de jeu. Ce qui me fascine, c'est que la boîte dit 30 minutes par joueur et habituellement, après 40 minutes à 3 ou 4 joueurs, on est déjà rendu vers la deuxième ronde et on dit comme j'aurais voulu en avoir plus, j'ai pas eu l'occasion de faire ce que je voulais. Bon, certain que c'est simplement la première mission, mais incroyablement satisfaisant comme jeu. J'adore ce jeu-là. Du beau matériel, une belle présentation et surtout un jeu qui mise sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles complexes pour avoir un jeu qui va être intéressant et dans lequel on va se casser la tête parce que la planification des différentes actions va être très importante. Donc de dire, OK, je vais pouvoir faire ça, le prochain tour, je vais faire ça. Et on a une espèce d'une cascade d'événements comme ça qu'on va devoir faire et ça se pourrait que des fois, j'aurais tellement dû faire d'autres choses avant, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout prévoir. Endeavor Deep Sea, un gros coup de cœur pour moi. Mais là, on est rendu au numéro 1 du mois et je l'ai joué 3 fois, ce qui est plutôt surprenant parce que c'est un jeu assez costaud. On parle de Andromeda's Edge. Alors, Andromeda's Edge est la version 1.5. Je suis beaucoup dans les versions 1.5, les versions rééditées, des suites, des successeurs spirituels. Alors, à l'origine, il y a eu le jeu Dwellings of Eldervale qui est sorti il y a quelques années. Un jeu que j'avais eu l'occasion de jouer, je pense, une partie. J'avais beaucoup apprécié mon expérience, mais j'avais pas eu l'occasion d'y rejouer et j'ai trouvé ça bien. Donc, lorsque j'ai vu Andromeda's Edge arriver, je me suis dit, hey, c'est l'occasion pour moi d'aller le chercher, le jeu, parce que là, on tombe dans un univers science-fiction dans l'espace, un univers qui me parle beaucoup. Le jeu, mécaniquement, reprend quand même la base
de Dwellings of Eldervale, mais amène les choses à une vraiment puissance 1000, beaucoup plus gamer, beaucoup plus d'éléments. Et là, on va explorer, on va construire différents monuments, on va devoir affronter des raiders, donc des méchants qui vont être là, un concept de placement d'ouvriers, de gestion d'action, gestion de ressources, gestion de tableaux, construction de tableaux. On va avoir tellement d'éléments qui vont venir un à côté de l'autre, de pouvoir faire en sorte que oui, c'est un gros jeu, c'est un jeu costaud. Et là, on parle pas des règles qui sont facilement digestibles comme Endeavor, on parle d'un jeu quand même assez costaud, mais quand on est dedans et quand on vient d'y jouer, ça s'explique relativement bien. Les actions sont intéressantes et ce que j'aime de ce jeu-là, encore une fois, j'en parle souvent des fois, c'est le tempo. C'est un mot qui revient souvent dans ce que j'explique, mais un jeu qui m'offre un bon tempo parce que lorsque c'est notre tour, on doit simplement placer un vaisseau. Ça se pourrait que ça génère un combat, que ça génère de quoi, mais c'est uniquement ce qu'on va faire. On va placer un vaisseau. Et voilà, c'est à l'autre joueur. Et si on le désire, à place de placer un vaisseau, on peut récupérer nos vaisseaux. Et là, il y a une petite phase de maintenance qui va se faire, qu'on va placer nos vaisseaux pour activer différentes choses. Mais pendant ce temps-là, les autres joueurs peuvent commencer à jouer. On fait nos petits tableaux, on fait nos petites choses comme ça. Andromeda's Edge est vraiment, vraiment génial. Un jeu qui est magnifique. Bon, j'ai la version Kickstarter. C'est certain que ça aide. Une belle grosse boîte très rempli de beaucoup de stocks, des miniatures vraiment incroyables. Et je ne suis pas un gars si fasciné que ça vers les figurines et les miniatures comme ça. Ça ne me dérange pas, mais là, on a droit à des belles pièces et surtout que les bases qu'on va construire, on va placer nos vaisseaux, on va voir le vaisseau et on va construire la base par-dessus. On va placer nos émissaires dedans. Il y a des petits trous pour ça. C'est vraiment de toute beauté. Oui, c'est du bling, mais que voulez-vous? Ça donne tout un cachet au jeu. Ça reste que c'est un jeu qui est intéressant à jouer. Je l'ai joué à 3 joueurs, je l'ai joué à 2 joueurs. J'ai vraiment aimé mes expériences de jeu. C'est certain que je vais y rejouer. Il faut prévoir un peu de temps, mais je pense qu'au début, je m'étais fait dire par beaucoup de monde, « Ah, c'est vraiment, mais vraiment long. » J'ai vu du monde y jouer au Delirium et ça leur a pris plusieurs heures, tandis que nous autres, notre partie a duré, je pense, 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Une partie à 3 joueurs, c'était dans nos premières en plus. Je pense que si on sait un peu ce qu'on fait, ici, on se casse pas trop la tête parce que moi je trouve ça important quand on joue, bon on est là pour avoir du plaisir, je veux pas gagner à tout prix de réfléchir à mon mouvement pendant 40 minutes, oui ça arrive à la fin de la game que là on a des moments plus intéressants, des moments de tension intéressantes, mais je pense que le but moi c'est vraiment d'avoir du plaisir, énormément de plaisir que j'ai eu en Andromeda's Edge, beaucoup à découvrir encore avec le jeu et un autre jeu qui va se retrouver forcément dans mes jeux favoris. D'ailleurs, la plupart des jeux que je vous ai parlé sont tous des jeux qui ont été des énormes coups de cœur pour moi. Ça va être très difficile de faire ces choix-là, de pouvoir déterminer quels seront mes favoris parce que sérieusement, le mois d'octobre a été un des mois avec le plus de jeux excellent que j'ai joué. Donc, c'est toujours satisfaisant. Ça arrive, des fois, il y a des mois, je joue à beaucoup de jeux, mais bon, il n'y a pas de jeu qui se démarque vraiment. Ici, les jeux ont voulu se démarquer, puis se démarquer, puis se démarquer. Ça fait en sorte que ça fait énormément de belles expériences ludiques que je vais pouvoir vous partager. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce que vous avez joué certains des jeux que je vous ai parlé dans ma liste? Si oui, je suis très curieux d'entendre vos commentaires. Gênez-vous pas de l'écrire en bas. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir connaître vos avis sur différents jeux. Et si jamais il y a des jeux que je vous ai parlé, que vous voulez en savoir plus, ça va également me faire plaisir de vous en parler. Donc, si jamais vous aimez la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Vous pouvez également aller visiter notre boutique partenaire chez Infini-Jeux. Infini-Jeux qui est une super boutique en ligne. Et si jamais il y a des jeux dans la boutique qui ne sont pas disponibles, n'hésitez pas à leur écrire ou de les faire sur commande. Ils sont très réceptifs et ils vont pouvoir vous les commander et vous les faire très, très rapidement également. N'hésitez pas à leur demander. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!